Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui se joignent à nous en présentiel, bonne soirée à ceux qui nous écoutent à la maison. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité pleinement de tout ce que notre belle ville a à vous offrir. Ce fut le cas pour les membres du conseil et moi, qui sommes, si on veut, arrêtés depuis le 2 juillet dernier. Mais c'est un immense plaisir de vous retrouver parce qu'il y a encore une fois plusieurs dossiers qui nous occupent et qui s'en viennent pour l'automne. Alors, sans plus tarder, on débuterait avec l'adoption de l'ordre du jour avec quelques ajouts. Madame la greffière. Oui, donc l'ajout d'une résolution pour des PIA. Parfait. Est-ce que c'était conforme? Yannick Poisson. Alexandre Côté. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juillet dernier. Est-ce que c'était beau pour tout le monde? Benoît Gauthier. Caroline Pilon. Dépôt du rapport d'adjudication nécessaire au financement d'une émission d'obligation. Donc, il s'agit d'obligations au montant de 10 988 000 daté du 26 juillet 2024. C'est un dépôt, donc il n'y a pas de vote. Parfait. On passerait au point suivant. Proclamation de la Journée internationale de la jeunesse. Et puisque je suis le plus jeune autour de la table et que la jeunesse de Victoriaville et de partout me tient à cœur, ça me fait un immense plaisir aujourd'hui de proclamer la Journée internationale de la jeunesse qui se déroule aujourd'hui, soit le 12 août. Et c'est depuis 1999, en fait, que le 12 août marque la Journée internationale de la jeunesse. Et à Victoriaville, on a la chance d'avoir un comité consultatif avec une politique jeunesse et aujourd'hui, on est excessivement fiers de soutenir ces initiatives-là. Donc, on souhaite de façon unanime commémorer la 12e journée du mois d'août comme étant la Journée internationale de la jeunesse et inviter tous nos jeunes de Victoriaville à s'impliquer dans nos belles organisations qu'on a sur notre territoire. Est-ce qu'il y aurait proposeur Chantal Moreau et Marc Morin? Compte à payer, liste des comptes pour le mois de juillet 2024 totalisant 18 866 420 $. Est-ce qu'il y avait des questions? Tout était beau. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Ratification de placement auprès de la Banque nationale. Donc, il s'agit d'un placement pour un montant de 8 millions. Michael Provencher, Chantal Moreau. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Il s'agit de procéder à l'ajustement de l'excédent affecté pour un montant de 110 000 $ pour divers projets. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de reconstruction des rues Victoria et Marchand et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est un règlement qui décrète une dépense de 4 512 000 et un emprunt de 4 379 000 en vue du financement des travaux de reconstruction des rues Victoria entre le boulevard Jutras et la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue Marchand entre les rues Victoria et Saint-Zéphirin. Alexandre Côté, merci. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de construction de la rue Levasseur et dépôt du projet de règlement. Donc, il décrète une dépense de 2 308 000 $ et un emprunt de 2 282 000 $ en vue de financer les travaux de reconstruction de la rue Levasseur entre le boulevard des Bois-Francs et la rue Saint-Denis. Caroline Pilon. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de reconstruction d'une partie de la rue des Appalaches et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une dépense et d'un emprunt de 1,6 million. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1318-2019 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction globale de la rue du Curé-Suzor et de la reconstruction du stationnement du boulodrome et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification du règlement d'emprunt afin de retirer de l'objet du règlement les travaux qui ne seront pas effectués, soit ceux de reconstruction du stationnement du boulodrome. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Benoît Gauthier. Octroi de contrat pour des services professionnels d'ingénierie en vue de faire la liaison des réservoirs
1 et 3 et de la mise à niveau des 3 réservoirs d'eau potable à l'usine d'eau potable Amel. Il s'agit d'accorder le contrat de service professionnel d'ingénierie à la firme Pluritech et d'autoriser la réalisation des volets 1 et 2 et 3 au montant total de 218 411 taxes non incluses. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Octroi de contrat concernant l'acquisition d'une borne de recharge de 44 kW dans le cadre d'un projet pilote pour l'installation d'une borne véhicule à tout. Il s'agit d'autoriser l'acquisition et la mise en service d'une borne de recharge ainsi que l'acquisition d'un piédestal au montant total de 67 076,52 taxes non incluses dans le cadre du projet pilote de Cléo Innovation. Marc Morin, Yannick Fréchette. Vous vous souviendrez peut-être, c'était au mois de juin, je crois, la ville de Victoriaville a été sélectionnée pour mettre en place un projet pilote visant à mettre sur pied une borne de recharge qui non seulement alimente les véhicules, mais qui peut aussi recevoir l'énergie pour la transférer à un bâtiment. Une technologie qui pourrait s'avérer très efficace et utile en cas de panne prolongée. Donc, Victoriaville étant une ville qui est très proactive au niveau de l'environnement et du développement durable, a été sélectionnée par une filière d'Hydro-Québec pour mettre en place ce tout nouveau procédé qui, espérons-le, si ça fonctionne, pourra être répliqué dans plusieurs autres villes au Québec, voire même partout au Canada. Octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de thermopompe pour l'entrepôt situé au 1235 rue de l'Acadie. Il s'agit d'autoriser le contrat avec l'entreprise Thermique au montant de 92 500 taxes non incluses. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Octroi de contrat pour des services professionnels d'architecture en vue des travaux de mise à niveau de l'entrée électrique et du groupe électrogène à l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat par la firme BGA Architecte au montant de 90 000 taxes non incluses. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Octroi de contrat pour l'acquisition et l'installation de structures récréatives au parc Caroline. La Ville de Victoriaville a procédé à un appel d'offres sur invitation en vue de la fourniture et l'installation de structures récréatives au parc Caroline. La seule soumission reçue est celle de ABC Récréation Québec pour un montant de 86 559,60. Attendu que cette soumission est conforme, il y a lieu d'entériner le contrat avec ABC Récréation Québec au prix soumis pour un total de 86 559 taxes non incluses. Yannick Poisson, Yannick Fréchette. Soumission reçue en vue de l'acquisition d'une pelle hydraulique compacte. Donc, la Ville de Victoriaville a procédé à un appel d'offres public en vue de l'acquisition d'une pelle hydraulique compacte pour les besoins du service des travaux publics. La Ville a reçu des soumissions de le groupe Agritex, les équipements Planor, Bojac Équipement, de Voijac Limité, de TerraPro Construction et de Mécanique J-Clair. La plus basse soumission conforme étant celle de Mécanique J-Clair. Il y a donc lieu d'accepter la soumission de cette entreprise au prix soumis de 81 000 taxes non incluses pour l'option 2. Chantal Moreau, Michael Provencher. Renouvellement du contrat d'assurance collective. Donc, attendu l'échéance du contrat d'assurance collective en vigueur du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 auprès de l'assureur Desjardins. Attendu que la Ville de Victoriaville souhaite procéder au renouvellement du contrat de la police d'assurance collective auprès de l'assureur Desjardins pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Il y a donc lieu d'autoriser le renouvellement du contrat de la police d'assurance auprès de cet assureur pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au taux soumis. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Statut de permanence d'un employé au poste chargé de projet en génie. Il s'agit d'assurer la permanence de Isabelle Galland. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Statut de permanence d'un employé au poste conseiller stratégique en acquisition, fidélisation et développement des talents. Il s'agit de procéder à la nomination de Pierre-Yves Côté. Marc Morin, James Casey. Embauche d'une personne au poste permanent technicien en génie civil. Il s'agit de M. Cédric Paquette. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Création de la division approvisionnement et du poste de chef de division, division approvisionnement, au sein du service des finances. Il
s'agit de procéder à la création du poste de chef de division à la division d'approvisionnement à compter du 12 août 2024. James Casey, Michael Provencher. Renouvellement du contrat au poste professionnel contractuel d'agent de communication. Donc, il s'agit de Mme Geneviève Côté. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Confirmation d'une période probatoire d'un employé professionnel contractuel au poste d'agent de communication. Il s'agit de Mme Rosalie Courtois. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1578-2024 modifiant le règlement 1556-2024 instaurant un programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Il s'agit d'une modification visant à ajouter l'aménagement de logements à la possibilité d'obtenir un crédit de taxe. Yannick Fréchette, James Casey. Vous vous souviendrez peut-être, on a annoncé au début de la dernière année un crédit de taxe pour stimuler la construction d'immeubles à logement sur le territoire de Victoriaville. On voyait un ralentissement au niveau de la construction un peu partout au Québec, puis avec un taux d'inoccupation avoisinant les 1 à Victoriaville, on ne veut pas que ça ralentisse. Au contraire, on doit se maintenir dans une fourchette entre 3 et 5 de taux d'inoccupation pour avoir une offre et une demande qui est acceptable et conséquemment qui offre des meilleurs prix pour les loyers ou les maisons à nos citoyens. On a eu des commentaires à l'effet que ce crédit de taxe-là pourrait être élargi pour permettre la conversion d'un immeuble commercial à des fins d'unité d'habitation ou même de reconfiguration d'un immeuble pour y ajouter des logements. Et on a trouvé que ça faisait plein de sens. Donc, on a élargi notre crédit de taxe pour permettre les rénovations et non seulement les constructions neuves. Et c'est ce qu'on vient faire ce soir. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 968-978, boulevard des Bois-Francs Sud. Est-ce que des gens sont présents dans la salle concernant cette dérogation mineure? Non. Donc, il y a lieu de reporter la décision concernant la demande de dérogation mineure jusqu'à ce que le comité consultatif d'urbanisme rencontre le représentant de la demande et statue à nouveau sur cette demande, le cas échéant. Est-ce qu'on prend une proposition? Non, pas besoin. Adoption du projet de résolution PPCMOI 2024-05 concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1150 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'autoriser sur une partie de l'immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame-Est un commerce d'esthétique automobile. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet aura lieu lundi le 26 août à 17 h. Michael Provencher, James Casey. Adoption de la résolution PPCMOI concernant l'immeuble situé au numéro 704 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, il s'agit d'un projet pour la construction d'un bâtiment commercial dont l'implantation du bâtiment et les aires de stationnement sont dérogatoires et dont la durée de validité du certificat d'autorisation de démolition est prolongée. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 25 juin 2024, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, il y a lieu d'adopter le PPCMOI. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une modification visant à permettre une enseigne sur tréteaux par terrain dans les zones récréatives. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Michael Provencher. Adoption du projet de règlement 1577-2024 modifiant le règlement 1261-2024. Donc, c'est le sujet, c'est le projet de règlement qui va avec l'avis de motion précédent. Donc, l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de règlement aura lieu le lundi 26 août 2024 à 17 h. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption du règlement 1566 modifiant le règlement de zonage 1261. Donc, c'est un règlement qui vise à permettre dans la zone C504 à la classe d'usage C6 commerce lourd les usages entrepôt et mini-entrepôt.
Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été déposée, le présent règlement est réputé et approuvé par les personnes habiles à voter. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1574 modifiant le règlement du zonage 1261. Donc, il s'agit de modifier les grilles de spécification des zones M411 et M412 afin d'interdire les stationnements publics dans ces zones. Donc, aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été déposée, le présent règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1575 modifiant le règlement 1261. Donc, c'est une modification visant à permettre, pour une habitation multifamiliale, une remise détachée par logement lorsque les logements sont juxtaposés. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été déposée, le présent règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Michael Provencher, Chantal Moreau. Adoption du règlement 1576 modifiant le règlement 1261. Il s'agit d'ajouter à la grille des spécifications dans la zone commerce et services C519 la classe l'usage entrepôt. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été déposée, le présent règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Marc Morin, Yannick Fréchette. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie des rues Deschênes et Dunant. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement sur la rue des Chênes, côté pair entre la rue Dunant et la rue des Noyers, sur la rue des Chênes, côté impair à partir de la rue Dunant, sur une distance d'environ 40 mètres, sur la rue Dunant, côté pair à partir de la rue des Chênes, en direction de la rue Vaillancourt, sur une distance d'environ 20 mètres. James Casey, Michael Provencher. Le point suivant, c'est suite à une annonce qui a été faite déjà le 13 juillet dernier sur le parc Monseigneur Milot, qui est devenu le terrain de soccer François Tardy. Vous savez, François Tardy a été impliqué pendant plus de 40 ans au niveau du soccer à Victoriaville en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que bénévole. Il s'est démarqué en tant que joueur au sein de différentes équipes. Il a contribué à l'essor du sport qu'est le soccer à Victoriaville et dans toute la région, et plus particulièrement du soccer féminin. Monsieur Tardy a également contribué à la création du club de soccer Optimum de Victoriaville. Il y a dirigé des centaines d'entraînements et de matchs sur ce terrain de soccer. Malheureusement, monsieur Tardy nous a quittés le 5 janvier 2024, mais ce soir, il nous fait un immense plaisir, tout le conseil et moi-même, de désigner officiellement le terrain de soccer du parc Monseigneur Milot, le terrain de soccer François Tardy. Alors, dire, M. Mal, je permettais, j'étais présent à la cérémonie, puis la famille a vraiment apprécié ce geste. C'est à la hauteur de la grande contribution de cet homme à Victoriaville. Alors, à l'unanimité, les élus soutiennent la désignation. Fermeture de rue et autorisation d'événements en vue de l'événement Victo et ses oies, une envolée artistique. Donc, il s'agit de décréter la fermeture du stationnement du réservoir Baudet, de la rue Garand, ainsi que la fermeture de la voie de droite de la route de la Grande Ligne du côté du réservoir Baudet, conditionnellement à l'obtention d'un permis du ministère des Transports et de la Mobilité durable, du mardi 22 octobre 2024, 7 h, jusqu'au mardi 29 octobre 2024, à 16 h, pour la tenue de cet événement. Michael Provencher, Chantal Moreau. Entente de partenariat à intervenir dans le cadre du programme Défi Innovation Québec concernant le développement d'un camion multi-usage entièrement électrique. Il s'agit d'approuver l'entente de partenariat à intervenir concernant les conditions à respecter pour le partenariat entre l'entreprise Gamotech et une autre entente avec l'organisme Alliance Métal Québec en vue du développement d'un véhicule optimisé et entièrement électrique pour les besoins du service des travaux publics de la ville de Victoriaville. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Entente à intervenir pour une concession alimentaire au pavillon du réservoir Baudette, plus facilement repérable sous le nom de Bégalicieux. Donc, il s'agit d'autoriser la signature du bail avec Bégalicieux. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Autorisation de signature de la condition d'octroi de l'aide financière pour l'entente de développement culturel pour l'année 2024. Il
s'agit de conclure l'entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Victoriaville pour l'année 2024, d'autoriser Mme Danielle Croteau, coordonnatrice Arts et Culture, à déposer la demande au gouvernement du Québec, d'identifier et de réaliser les actions qui y sont inscrites en harmonie avec les objectifs du plan d'action de Victoriaville en matière de développement culturel et d'entériner la signature du document intitulé « Conditions d'octroi de l'aide financière » par M. le maire pour et au nom de la Ville de Victoriaville. Yannick Fréchette, Marc Morin. Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Donc, il y a lieu que la Ville de Victoriaville consent à verser au fonds existant une contribution de 24 098 $ pour chacune des années financières 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, que la Ville de Victoriaville autorise la Fondation à verser audit fonds rétroactivement la contribution du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour les années précédemment mentionnées, et que la Ville de Victoriaville autorise l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le fonds pour le financement des projets de conservation de milieux naturels et de biodiversité sur son territoire. Ces projets seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Rapport du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville. Donc, il s'agit de projets pour le 15 rue Bernier pour la démolition d'un bâtiment et le 535 à 539 rue Gamache pour le déplacement d'un bâtiment. Ça allait pour tout le monde. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Il n'y avait pas d'autres... Non. On serait rendu aux interventions des membres du conseil, s'il y en a. James Casey? Oui. Moi, je veux parler, entre autres, de la fête de voisins qui va y avoir lieu le 24 août, qui est pour une 3e année dans le quartier du Parc Blanchet. Pas le quartier, mais le Parc Blanchet. C'est à partir de 13h30. C'est 4 spectacles, entre autres, gratuits. Donc, j'invite toute la population, tous les gens du conseil, M. le maire, également, tout à venir voir. Il va y avoir aussi un DJ sur place et un food truck. Donc, un autre mini-festival, quasiment. Donc, vous êtes tous invités. Merci. L'invitation est lancée. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça allait pour ce soir. On serait rendu à la période de questions, Mme la greffière. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Toute personne souhaitant poser une question doit attendre l'appel de son nom avant de se présenter au micro. Elle doit s'identifier et poser sa question de façon claire et succincte. La durée de l'intervention ne peut excéder 3 minutes. Et finalement, la durée totale de la période de questions est de 45 minutes. Donc, Monsieur Gilles Labrosse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pendant plusieurs décennies, nos administrations municipales successives n'ont eu aucune politique de densification, sans doute en raison du manque de données, d'informations, de sciences. OK. Et il y a plusieurs exemples dans notre ville qui témoignent de la vision de cette époque. Développement derrière la Grande Place ou du Canac, ou encore ces innombrables constructions dans le domaine colonial, etc., etc. Puis, malgré la conscience du problème, malgré des données géomatiques claires et le titre du berceau du développement durable, on a continué l'étalement urbain jusqu'au maximum de l'espace total disponible pour notre municipalité. Et là, la plupart du temps, en empiétant sur les espaces verts, boisés, et en biffant de la carte nos espaces naturels. Et là, ben, il n'y a plus de place, évidemment. Et alors, avec raison, maintenant, enfin, on parle de densification. Oui, très bien. Mais dans plusieurs projets que cette administration cautionne, pousse, tout en clamant qu'elle ne peut absolument rien faire pour contrer les projets de propriétaires, elle fait en réalité le contraire de la densification. Étalement urbain, destruction des milieux riches en biodiversité et disparition des derniers espaces naturels. C'est le cas de la sablière d'Arthabasca.
Et il y a d'autres cas dans ce secteur et dans le Grand Victo. On pourra en reparler bientôt. Question. Est-ce que le conseil municipal pourrait nous expliquer pourquoi nous, citoyens, citoyennes, devrions accepter une baisse de notre qualité de vie et la perte de milieux précieux? Et peut-on enfin faire preuve de vision et de courage politique et cesser l'étalement urbain qui défigure, et c'est le cas de le dire, dénature notre territoire? Merci. D'accord. Donc, bon, premièrement, il y a des développements qui ont été faits sur le territoire de Victoriaville, puis autre temps, autre mœurs. Là, je pense pas qu'il faut lancer la pierre à ceux qui m'ont précédé. Au contraire, c'est de cette façon-là que les quartiers se développaient. Puis tant mieux si aujourd'hui, on a une réalité différente, puis on pose des gestes différents. Là où on s'entend plus ou moins, c'est que le terrain de la Sablière, il n'y a pas si longtemps, il était opéré comme une carrière avec des camions qui circulaient, qui faisaient de la poussière, qui avaient des opérations commerciales qui se déroulaient. Je ne le considère pas personnellement comme un lieu à haute valeur environnementale, mais mon opinion, ça vaut rien. C'est les analyses des biologistes qui vaut quelque chose. Puis dans le dossier de la Sablière, là où il faut faire attention aussi, c'est de ne pas dire qu'on s'en va jusque sur la bordure de la rivière Nicolette. L'intention du conseil, avec le projet qui nous a été présenté, ça a toujours été de développer la partie qui était la Sablière, là où il y avait des opérations de l'entreprise Excavation du Sceau, puis de protéger par le fait même à perpétuité les zones qui, oui, selon nos analyses, ont une valeur environnementale plus importante. Puis, bien, c'est dans cette optique-là qu'on est en attente d'un projet. Là. Nous, on n'est pas les promoteurs de ce projet-là. On ne se met pas le projet sur les épaules en se disant on va en faire la promotion. C'est que dans le contexte, avec les réglementations qui sont permises, le propriétaire a droit de le développer. Maintenant, un coup que c'est dit, nous, on a nos ambitions de protection de l'environnement, puis on cherche à avoir un équilibre où on vient protéger les milieux naturels tout en permettant la construction sur une autre portion du terrain. En effet, on n'a pas de la même opinion. Non, c'est sûr. Parce que la construction de 330 logements, et même si c'était la moitié, et prétendre que ça n'aura pas d'effet sur les étangs qui sont à la bordure, une zone inondable qui empiète sur les 2 bâtiments de 6 étages qu'on veut développer selon le projet présenté. Et aussi une sablière qui a bien changé depuis 10 ans, qui a doublé de superficie avec tous les travaux. Et plusieurs plaintes au ministère de l'Environnement pour des remblais. Donc, on n'a toujours pas de... Puis à ce titre, comme je vous avais mentionné la dernière fois, nous, en date d'aujourd'hui, on n'a pas approuvé aucun projet. On est à l'écoute. On a tenu une séance d'information publique où il y avait des représentants de la ville en quantité nombreuse qui ont entendu vos préoccupations. La dernière fois, on les a entendus encore une fois. Entre-temps, il y a du travail qui se fait d'analyse pour savoir à caractériser correctement ces sites-là. Puis ultimement, lorsqu'on aura un projet final, bien, on va avoir à se positionner puis prendre la meilleure décision, selon nous, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, d'une part, assurément, mais aussi des besoins en logement sur notre territoire. Puis à ce moment-là, on va statuer, mais en date d'aujourd'hui, on n'a pas statué sur rien, on n'a pas pris de position. Puis on vous entend, on est tous sensibles à vos représentations. À mon avis, ne rien faire, c'est des fois permettre des projets d'exister, alors que les municipalités ont quand même un certain nombre de pouvoirs comme gouvernement de proximité. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous, parce que vous êtes le gouvernement, ici, à l'entour de la table. Bon, bien, on m'indique que mon temps est fini, je ne voudrais pas dépasser. Merci. Merci. Charles Boulanger. Avant la période des questions, Charles Boulanger, Monsieur le maire, je vais vous lancer une fleur. Profitez-en parce que c'est peut-être la première et la dernière fois ce soir. Je vous félicite, vous avez un véhicule branchable.
Je ne peux pas en dire autant au niveau de M. Arcan, mais c'est pas grave. On va passer à d'autres choses. Il regarde pour en acheter un, je vous le confirme. OK. J'ai 4 petites questions qui sont quand même assez courtes. La première s'adresse à tous les conseillers, un à la fois. J'aimerais savoir si vous êtes pour ou contre le projet de la sablière à Arthabasca. Ben, je pense pas qu'on a à passer un vote. Je ne demande pas un vote, je veux juste... Non, mais tu sais, dans la période de questions, les questions sont dirigées au maire, puis mes collègues seraient libres de répondre, sauf que on a des discussions entre nous sur le développement de ce projet-là. Puis, sans me tromper, je pense qu'on a tous la même vision. Quand je vous dis ce que je vous dis, on le partage ensemble. Maintenant, lorsqu'il y aura un projet, s'il y a division ou quoi que ce soit autour de la table, il y aura un vote, puis vous verrez exactement qui était favorable ou non. Là. OK. Autrement dit, là, ce que vous me dites, c'est que présentement, tous les conseillers sont en approbation avec ce futur projet. Ce que je vous dis, là, sans trop me tromper au niveau de mes collègues élus, là, c'est qu'on est au courant qu'il y a un projet de développement sur la sablière, qu'on partage le souhait de limiter les zones inondables, les zones humides de la portion qui était la sablière, puis qu'éventuellement, lorsqu'on aura un projet final, on va se positionner à savoir quelle est la densité finale, quel est le nombre de logements, s'il y en a un projet au final qui aboutit, mais là, on n'en est pas là en date d'aujourd'hui. Oui, c'est beau. C'est beau. On va passer à l'autre question. Avez-vous l'estimation du coût supplémentaire pour l'usine de filtration et l'usine d'épuration des eaux? Qui va payer pour ça? Moi, c'est tout le monde qui va payer pour ça. Parce que le promoteur, lui, va faire les infrastructures. Il va faire sa rue, va faire l'asphalte, les lampadaires, les égouts. Mais à 330 logements nouveaux, on s'entend, c'est qu'au moins c'est 330 personnes nouvelles. Mais ça, peu importe les logements seraient où sur le territoire de la ville de Victoriaville, si c'est des nouveaux logements, à toutes les fois qu'on annonce nos nouveaux chiffres de création de logements, ce même raisonnement-là pourrait s'appliquer. Puis la ville, avec les nouveaux logements, va récupérer des taxes, puis une partie de ces taxes-là sert à offrir les services de ces nouvelles unités-là. Donc, pour la ville, c'est pas une opération déficitaire. Mais vous n'avez pas d'estimation. Bien là, il faudrait évaluer le coût par... Tu sais, quand dans votre compte de taxes, là, vous avez le taux de taxation pour une résidence, le taux de taxation pour un immeuble 6 logements ou plus, puis vous avez des taxes, assainissement des eaux, ordures, ainsi de suite. C'est les coûts que ça nous coûte à la ville pour offrir ces services-là. OK, en tout cas, ça ne répond pas à ma question, mais c'est bien correct. OK. 330 logements. Moi, j'aurais des endroits en ville qui, normalement, devraient être bâtis ou peut-être que des terrains à vendre. Si c'est seulement sélection retraite, ça fait faillite, peut-être que les créanciers seraient intéressés à vous vendre la portion de terrain de stationnement. Ça ferait quand même des beaux blocs là. Soyez sans crainte, on est en contact avec les propriétaires à tous les ans pour leur demander s'ils veulent développer ce terrain-là. Ensuite de ça, le bloc qui est supposé être bâti en arrière de l'ancienne bâtisse de Selroy-Warwick, qui était un éco-quartier, qui n'a toujours pas rien de fait. Ça fait 4 ans de ça. Il se passe quoi avec ça? On vient d'approuver, pas plus tard qu'aujourd'hui, là, des plans pour la construction d'unités d'habitation sur ce terrain-là. OK. Puis le Mykonos, tant qu'il n'y a rien à voir? On est en attente d'un jugement de la Cour parce qu'on a exproprié le propriétaire, puis le propriétaire a décidé de contester notre expropriation. En tout cas, je trouve que ça va pas vite. Là. Non, mais c'est 4 ans, 5 ans que ça niaise, Mykonos? Ben oui, on est tous d'accord. On partage votre opinion, inquiétez-vous pas. Puis le dernier, êtes-vous capable de dire que vous feriez un référendum sur le projet de la sorbière d'Arthabasca versus les gens qui sont concernés? C'est sûr que la personne qui reste dans le parc Grenier, elle s'en fout qu'on en a 40. Moi, quand j'ai acheté Arthabasca, il y a 36 ans, OK, je m'en allais dans un quartier tranquille, OK? C'était Arthabasca. À un moment donné, il y a eu une fusion. Je dis à ma conjointe, check, on va se faire fourrer. Ben, c'est ça. Bon,
c'est votre opinion, savoir si vous êtes Bien, fait c'est pas rien que la fourrer mienne, ou pas. d'après moi, c'est celle de bien du monde. Non, mais vous avez le droit à votre opinion rendue là, puis je la conteste pas, là, elle est propre à vous, là. Mais est-ce que vous pouvez faire un référendum sur ce projet-là, Ben, tu sais, au niveau des gens qui sont concernés? non, il n'y a pas lieu de tenir un référendum s'il n'y a pas dans nos processus. Pour quelle raison? Bien, parce que c'est quand on prend une décision ici, là, on analyse les pour, les contre, on évalue c'est quoi les retombées, c'est quoi les coûts, c'est quoi les besoins. Puis au final, on a été élus pour prendre des décisions, fait qu'on les prend. Puis le référendum, là, il vient à l'élection. Quand les gens sont pas contents, là, ils peuvent changer leurs élus. Moi, Et je on pense est que vous prêt n'avez à pas vivre compris ma avec ça. question. C'est qu'un projet comme ça, d'envergure, là, ça se décide pas juste au niveau d'un conseil. Si vous allez, quand on est allé à la séance d'information, que vous aviez 80 chaises, vous en avez rajouté. Là, séance du conseil au mois de début juillet, que toutes les chaises étaient pleines, il y avait du monde debout. À soir, c'est aussi plein, sinon plus. Madame, on laisse faire le 3 minutes, je parle au maire. OK, puis je paye mes taxes. Ben, C'est beau, monsieur, la greffière est responsable du décorum là, dans les séances de conseil. Là. Moi, Puis, je veux que vous me ben, je disiez... vous ai répondu que non, c'était pas nécessairement une option qu'on envisageait de faire un référendum. Maintenant, si la réponse vous satisfait pas, ça vous regarde, là, mais je vous ai répondu. Là. Vous êtes un bon patineur, on hein? va passer à une autre question. Vous devriez retourner au hockey. C'est bon, merci, j'ai fini, madame. Dans la réglementation, il est aussi indiqué qu'on doit s'adresser aux membres du conseil avec respect. Donc, je le rappelle à l'Assemblée. Donc, je demanderai à Joanne Allard de se présenter au micro. Bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez eu des belles vacances, que vous en avez profité. Moi, j'ai profité de ma piscine municipale et c'est super. On a eu un bon service, c'était bien. J'ai vraiment apprécié. Quand tu n'as pas d'air climatisé, la piscine, là, c'est un must. OK? Donc, moi, ce soir, bien, c'est ça, je vais vous parler des éoliennes. Je vous avais déjà parlé du BAP générique. OK? Puis j'aimerais ça savoir, c'est quoi la décision que vous avez prise par rapport à ça? Parce qu'un BAP générique, l'avantage que ça a, c'est que ça va permettre d'avoir une vision d'ensemble de tout le projet des éoliennes. Puis là, le projet des éoliennes, il n'est pas fini. On va avoir Hydro-Québec veut lancer d'autres appels d'offres. Mais ça veut dire qu'on va avoir des lignes de transport, puis on risque d'en avoir sur notre territoire. Puis ces lignes-là, c'est pour la pollution, c'est pas grave. Hein? Fait que moi, je me dis, un BAP générique, c'est aussi une occasion de faire un moratoire, OK? Parce que, présentement, ça va tellement vite. Le gouvernement de la CAQ, là, il se garoche tout azimut. Mais est-ce vraiment pour le bien de la collectivité? J'en suis pas certaine. Dans la région, pas loin d'ici, là, les Appalaches vont avoir des éoliennes. L'Érable veut faire partie du projet. Pas tellement loin de Saint-Pierre-les-Béquets, là, dans ce coin-là, là, il y a comment ça, je ne me rappelle pas du nom. Il y a 5-6 MRC qui risquent d'avoir des éoliennes sur le territoire. Bien là, à un moment donné, il va y en avoir tellement d'éoliennes qu'on va avoir des problèmes collectifs. Puis là, Hydro-Québec, là, il fait des contrats fermés. Si vous l'avez dit, c'est le projet clé en main. Mais un projet clé en main, Hydro-Québec, à un moment donné, il n'aura plus de cash. Puis là, si jamais Hydro-Québec faisait faillite, qu'est-ce qui se passerait? Puis au-delà de la faillite, bien, c'est une privatisation déguisée d'Hydro-Québec. Mais moi, là, j'aimerais ça, être entendu par mes élus municipaux, puis avoir l'impression, là, d'être considéré. OK? Il y a eu un BAP qui a passé pour le projet éolien des Neiges près de Mont-Sainte-Anne, et il disait les citoyens sont peu considérés. Ça, c'est le BAP qui dit ça. S'ils estiment le projet pertinent, les commissaires du BAP en ont compte les façons de faire du promoteur, qui est d'ailleurs Boralex, principalement en ce qui concerne l'acceptabilité sociale et la consultation citoyenne. Selon eux, Boralex ne répond pas aux exigences de la directive donnée par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Cette directive vise notamment à limiter les impacts sur le milieu humain, tels que la perte de milieux d'intérêt pour les communautés concernées et la détérioration de la qualité de vie des communautés avoisinantes. Donc, quand on est rendu que même le BAP
dit que les citoyens sont peu considérés, mais que M. Charette, il a le pouvoir de prendre les affaires du BAP puis de les mettre à la poubelle. Bien, moi, je pense qu'un BAP générique, ça serait un minimum que vous devriez offrir à vos citoyens. Est-ce que vous avez une Voilà. question? Donc, ma question, c'est, allez-vous nous offrir ce cadeau qui s'appelle un BAP générique? Parce que je pense que, comme citoyen, on est important. Puis, en plus, une ville pas de citoyens, ça ne serait pas une ville. Donc, bon, en lien avec votre analyse de la situation par rapport à la production d'énergie au Québec, là, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a un manque. Puis, si tout le monde change aux véhicules électriques, comme moi, souligné généreusement par M. Boulanger, bien, ça va ne faire qu'augmenter les besoins en énergie. Nous, on a évalué le projet Arthabasca sur notre territoire en se disant que c'était une façon pour nous de contribuer à ces besoins en énergie-là. Puis on est totalement à l'aise avec le projet de BAP qui nous est recommandé. Puis après discussion, on n'a pas l'intention de faire une demande pour un BAP générique qui viendrait faire un moratoire sur ces projets-là à l'échelle du Québec parce qu'on pense que la nécessité en énergie, elle est urgente, puis elle est urgente maintenant. Donc oui, tout n'est pas parfait, mais non, on n'a pas l'intention de faire la demande pour un BAP générique. Monsieur Marc Laroche. Bonjour aux élus. Écoutez, moi, j'ai 4 questions, des petites questions. La première, c'est concernant les poteaux de l'Hydro-Québec, les vieux. Ils font quoi avec ça? Les vieux poteaux d'Hydro-Québec? Oui, qui sont accrochés après un nœud. Oui, avec un angle. C'est ça, avec les angles de fer. Oui, oui. C'est des poteaux qui ne servent plus. Oui. Il y en a un au coin de P10, Gamache. Oui. Ça doit faire 15 ans qu'il est là. On peut faire les vérifications. Là. On a un contact avec qui on fait C'est pas affaire. juste à Victo. Non, non, exact. Il y en a partout. Puis ce que ça fait, c'est qu'ultimement, ça vient encombrer le passage là, à côté. Non, pas nécessairement. Mais quand tu vois un poteau rouillé, pourri, accroché après un poteau de nœud, c'est pas trop beau. J'imagine qu'il y a une raison, mais on va le vérifier. C'est parce que je vais pas me promener, là, puis j'en vois. Il y en a un autre sur le boulevard Jutra, juste au viaduc. À toutes les fois que je change un poteau, ils attendent que le bel aille passer puis le câble. Fait qu'ils laissent le poteau attaché, mais ils ne reviennent pas après. On va le valider. Hein? Ça passe vite 3 minutes, monsieur, donc je vous conseille d'enchaîner. OK. Je pensais pas qu'il y avait un temps. Deuxième, les membranes que vous posez dans les tuyaux d'eau, avez-vous déjà fait des études pour les produits qu'ils mettent, pour la coller? Peut-être, Yves, je ne sais pas si tu sais de quoi il fait référence. Les membranes dans Parce les... que là, vous en posez. Non, on va vérifier avec les fournisseurs, mais... Vous en posez de plus en plus. Ah, si tu collais avec du ciment, puis même du ciment, il y a des produits toxiques là-dedans. Les nous? Les nous, là, les nouveaux... Le gainage. OK, quand on fait des infrastructures vertes là, pour la rétention d'eau... Non. Qu'est-ce que vous passez dans les tuyaux, les vieux tuyaux? Et vous êtes en train d'en faire dans l'avenue du Parc, la rue Godet. C'est ça. Troisième question, la rue Gamache, vous avez fait de l'asphalte neuve à partir de P10 à la Pelcha. Puis de Pelcha à Bernier, c'est là que la rue est le plus maganée. Ça s'est arrêté là. Il n'y a plus de budget. Bien, c'est sûr, il y a toujours une question de budget, mais il y a une planification selon la désuétude des infrastructures, soit juste la chaussée ou les infrastructures en dessous. Des fois, ils ne les font pas parce qu'ils prévoient faire les infrastructures en dessous en même temps. Mais en prenant en note le tronçon, on va pouvoir regarder dans la planification c'est quand qui est prévu exactement. Au moins le patché.
Bien, ça, on le fait toujours. S'il y a des problèmes avec des trous... Bien là, il y a de l'asphalte d'arraché. On les répare aussitôt qu'on le sait. Il y a 3 ans, ça avait été fait. OK. Puis la colle n'a pas tenu. Oui. Ouais. Bien, c'est ça. Fait que parfois, quand la surface est vraiment maganée, au lieu de patcher, ils arrêtent de patcher, puis là, on la refait au complet avec le sous-sol inclus. Mais avec les détails, on va le vérifier, puis on va vous le dire. La dernière, et non la moindre, l'environnement. Vous savez que de plus en plus, il y a des feux de forêt, puis qu'on subit la boucane de plus en plus. Moi, je me demande à quand vous allez interdire les feux extérieurs à Victoriaville, que ça soit fait dans n'importe quoi, là, foyer ou pas, puis réduire le temps du chauffage au bois à partir du 1er novembre au 1er avril, peut-être. Ouais. Parce qu'il y en a en septembre, c'est frais. Avoir une petite attisée. Nous autres, nos fenêtres sont ouvertes, puis... je ne dois pas être le seul, là, Victor. Là, ouais. Bien, sur la question des feux, ça, on ne se ferait pas juste des amis là, en interdisant les feux extérieurs durant l'été. Mais il y a un contrôle. Faut faire un choix. Il y a un contrôle quand même assez important qui est fait, puis on avait réduit la période pour éviter justement que ça se fasse dans des périodes de haute sécheresse, là. Il y a toute une vigie qui est faite du service incendie également. Puis par rapport à l'utilisation des foyers au bois, là, je ne sais pas, il y a un recensement qui se fait par la Ville, justement pour qu'on ait le portrait à savoir combien on en a qui l'utilisent toujours. Puis on a, avec des subventions là, qu'on a obtenues du ministère de l'Environnement, la capacité de subventionner les conversions de systèmes de chauffage dans les résidences qu'on utilise, puis on a un programme qui est en place aussi. Là. Donc, ça se poursuit. Là. Pour le chauffage, comme on dit, s'ils arrêtent de chauffer, il n'y aura plus de courant. Ouais. Parce que les droits ont vendu ça aux Américains, le courant. Vous savez quoi? Fait que moi, c'est ça que je voudrais, parce que moi, je reste dans la rue Félix-Leclerc. Et j'ai une voisine qui est perspicace. OK. Elle chauffe au bois, puis on se fait empoisonner. Ouais. En plus des feux de forêt, si on ne peut pas... Oui. OK, c'est noté, puis on va vous revenir avec les réponses. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Audrey Caron. Oui, moi, je vais laisser ma place à Audrey Meuret, puis je vais passer après, parce que je ne suis pas certaine de l'ordre que vous suivez, puis je veux être certaine qu'Audrey ait accès au micro, parce qu'elle a une belle intervention. Je vais passer après elle. Parfait. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir au conseil. Merci de permettre ce petit changement-là. À l'heure actuelle, le méga-projet de développement immobilier projeté sur le site de la Sablière d'Arthabasca fait preuve d'une vive contestation citoyenne. Une pétition a été mise en ligne le 24 juillet dernier et a récolté plus de 800 signatures en moins de 20 jours. Par l'entremise de cette pétition, les signataires ont manifesté leur opposition au méga-projet puisque celui-ci ne respecte pas l'écosystème unique de la Sablière d'Arthabasca. Ils et elles ont demandé à leurs élus de mettre en place des mesures de protection adéquates pour la Sablière en interdisant tout projet de développement qui pourrait nuire à son intégrité écologique. Les signataires ont également demandé la mise en place de mesures de restauration et de conservation pour garantir la pérennité de ce site naturel exceptionnel. Enfin, ils et elles ont témoigné leur engagement à préserver la biodiversité de notre région pour les générations futures. Par ailleurs, une vidéo présentant le site de la Sablière et les enjeux de la construction sur ce site a été visionnée à plus de 10 000 reprises et partagée plus de 300 fois. Ma question est la suivante. Considérant le manque flagrant d'acceptabilité sociale du projet, qu'attendez-vous, Monsieur le maire et le conseil municipal, pour agir? Plusieurs solutions s'offrent à vous pour pallier la situation, notamment le rachat du terrain grâce à la loi 39. Ça vous permettrait d'agir en accord avec la volonté citoyenne, c'est-à-dire de protéger, de restaurer, de conserver la Sablière d'Arthabasca. Bon, d'abord, quand on dit que le projet s'échelonne jusqu'à la rivière, là, ce à quoi vous faites référence, là, je trouve qu'on étire un peu l'élastique. C'est pas ce que j'ai dit, je m'excuse, ouais, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je parle de la Sablière d'Arthabasca. Dans les documents que vous présentez, là, vous faites allusion au boisé des frères,
jusqu'à la rivière Nicolette, ce qui est complètement faux, là. Jamais, de toutes les explications qu'on a données, on a l'intention de permettre la construction d'un projet immobilier dépasser le milieu naturel qu'on connaît, qui est caractérisé aux données du ministère de l'Environnement, là. La sablière, l'espace qui était utilisé par la carrière du Sceau, il n'est pas caractérisé au ministère de l'Environnement, il n'est pas caractérisé dans nos documentations à nous, puis il n'est pas cité comme un lieu à haute valeur environnementale. Maintenant, moi, je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas un environnementaliste, je n'ai pas toutes les données à ces questions-là. On est actuellement en train de faire des études pour la caractériser correctement, cette sablière-là. Ultimement, vous me demandez le projet de loi 39, pourquoi est-ce qu'on irait payer pour quelque chose qu'on va, si on a une bonne entente, avoir gratuitement, puis qu'on va pouvoir protéger à perpétuité grâce à des ententes qu'on a déjà signées avec des organismes comme Nature Avenir puis Canard Illimité Canada. Des organismes de conservation reconnus de tous les artisans du secteur environnemental. Aujourd'hui, tout ce que je vous dis, puis que j'ai déjà dit, c'est qu'on tente d'avoir un équilibre entre les deux, mais si jamais ça nous est démontré que la sablière est à haute valeur environnementale ou qu'elle serait caractérisée par le ministère de l'Environnement comme étant un lieu à protéger, ce qui nous donnerait le pouvoir d'utiliser le projet de loi 39, qui ne nous est pas garanti en date d'aujourd'hui selon les analyses qu'on en fait, bien, on évaluera le dossier selon l'évolution du dossier. En date d'aujourd'hui, il n'y en a pas de projet sur lequel on a décidé qu'on allait de l'avant ou non. Donc, on vous entend, on accepte et on reçoit toutes vos préoccupations. On est conscient qu'il y a une partie de la population qui est mobilisée derrière cet enjeu-là. Mais en même temps, on y va avec l'information qu'on a, puis on va tenter de prendre la meilleure décision. Mais il n'y a pas le feu. On est en train d'évaluer les différentes options. Puis je pense que ça ne vaut pas la peine non plus de questionner notre jugement puis notre volonté d'agir pour l'environnement. Je pense qu'au quotidien, à Victoriaville, c'est dans nos préoccupations, en tête de priorité. Mais en même temps, il y a différents enjeux avec lesquels on compose. Puis celui-là en est un qui n'est pas si simple, mais qui, selon nous, peut être jouable de façon intelligente. Moi, je veux être sûre de bien comprendre. Vous avez un partenariat pour ce projet-là avec Nature Avenir? On a déjà fait une conférence de presse l'année dernière avec Nature Avenir et on a identifié tous les lieux à Victoriaville qu'on voulait protéger la biodiversité et tout le secteur des frères, le boisé des Frères du Sacré-Cœur en fait partie. Moi, je vous parle de la sablière d'Arthabasca. Bien, c'est ça. Pas la le sablière d'Arthabasca, c'est pas un terrain de la ville. Nous, le bas, là, c'est les terrains qui appartiennent à la ville. C'est le boisé des Frères Sacré-Cœur que les citoyens apprécient énormément et qu'on conserve. Maintenant, là où on travaille avec le promoteur en question, c'est pour voir, lui, dans son droit de construire, puis nous, dans nos visions de protection de l'environnement, c'est où qu'on trace la ligne, puis qu'on a une entente qui, selon nous, va être bénéfique pour tout le monde. Pour l'instant, le droit de construire là, du promoteur, c'est de maximum 2 étages, 4 logements. Je vois pas comment il y a le droit de construire 330 logements, dont 6 étages. Donc ça, c'est par rapport à son droit de construire que vous mentionnez. Ensuite, vous dites que on mentionne que le site visé, c'est le boisé des Frères. Vous faites allusion à quelque chose qui est quand même confondant. Moi, ce que je vous dis, c'est que la sablière... ce que je trouve confondant, c'est quand j'aimerais juste terminer mon point, que le boisé des Frères Sacré-Cœur est visé visé par un projet de construction. Moi, j'ai 3 minutes, j'aimerais pouvoir l'utiliser, s'il vous plaît. Merci. Alors, la sablière d'Arthabasca, elle est en plein cœur d'un milieu riche. Ça fait partie, tout ça, d'un écosystème. Un écosystème, c'est plein de milieux qui communiquent ensemble. La sablière est au plein cœur de ça. Je pense que si vous allez marcher sur le site, vous allez voir qu'on ne délimite pas ça au couteau avec des lignes tracées au crayon. La sablière est au plein cœur des milieux humides. Il y a le boisé des Frères juste à côté. Il y a les milieux humides et les marais juste à côté. Il y a la rivière en bas. Tout ça, c'est un écosystème. Alors, moi, je ne parle pas qu'il y a un projet là, sur le boisé des Frères. Au contraire, moi, ce que je vous demande, parce que vous dites que vous avez beaucoup de préoccupations, tout ça, puis je l'entends, mais moi, je vous demande comment est-ce que vous pourriez agir avec vision pour protéger l'ensemble de ce milieu-là, la sablière y compris, puis empêcher le développement parce que vous avez le pouvoir en tant que municipalité de le faire. C'est ça ma question.
peut-être par respect, là, on peut s'en tenir aux interventions sans applaudissements. Là. Je pense qu'on est capable d'avoir un dialogue ensemble, puis c'est ce qu'on fait de façon ouverte et transparente avec vous à toutes les fois que vous veniez, sans couper personne, je pense, puis en respectant votre opinion. Quand je dis qu'il y a différentes composantes avec lesquelles on doit composer, vous dites que le promoteur, lui, il a le droit de construire 2 étages. Mais il aurait le droit de construire aussi, s'il voulait, en demandant une compensation au ministère de l'Environnement, puis d'empiéter dans les zones humides qu'on ne souhaite pas. Le promoteur, s'il veut, il peut rester à 2 étages puis construire sur la sablière. Nous, dans nos principes de densification puis de maximisation du territoire, considérant que c'est un lot qui est déjà zoné blanc, on ne trouverait pas ça très intelligent de seulement que développer pour mettre des maisons unifamiliales ou des 2 étages sur le territoire. Fait qu'on joue avec nos principes de densification, de développement durable, de rétention d'eau, parce que dans les discussions qu'on a, on veut que ce soit un quartier ou des unités d'habitation qui sont construites avec les meilleures pratiques environnementales, avec les besoins en logement de la population, avec la capacité de payer des citoyens, puis, tu sais, acheter des terrains, ça a un coût, puis protéger l'environnement. Puis dans cette mixité d'enjeux-là avec lesquels on compose, bien, on va chercher toutes les informations qui sont disponibles pour nous. Puis quand il va y avoir un projet final ou qu'on va avoir plus d'avancement dans les discussions, bien, on va avoir à l'accepter ou le refuser ou le modifier. Puis à ce moment-là, bien, on va réentrer en dialogue avec vous. Mais entre la dernière fois qu'on s'est vu puis aujourd'hui, on a mandaté pour avoir des études. On a évalué les dispositions du projet de loi 39, puis on n'a pas statué sur ni l'une ni l'autre de ces options-là. Mais vous n'avez pas à attendre à la dernière minute que le promoteur ait investi des sommes puis que ça soit mis en branle pour prendre une décision. Vous pouvez agir dès maintenant. C'est ça Puis, juste m'expliquer de quelle façon... Parfait, je vais juste terminer ma phrase. De quelle façon 330 logements... Monsieur le maire, le projet, il est beau, il est juste pas au bon endroit. Comment construire 330 logements sur ce terrain-là? Ça permet d'agir en harmonie avec votre vision du développement durable. Pour moi, c'est inconcevable. Je comprends juste pas. Ouais. Mais je vous remercie pour l'attention encore aujourd'hui. Puis voilà. Ça fait plaisir. Peut-être une dernière question en lien avec le projet de Sablière, si c'est encore ça, parce qu'on a des questions en ligne aussi. Puis on approche la fin de la période de questions. Rosanne? Donc, bien, il y avait différents intervenants. Là. Je ne sais pas si il y a une personne en particulier. Oui, vous pouviez... Vous étiez exposé, puis là, vous avez fait un changement. Audrey Caron. Donc, moi, j'habite à Victoriaville, secteur Arthabasca. J'avais une belle question, mais finalement, ça a comme un peu été répondu. Je vais en poser une super simple. Monsieur Tardy, êtes-vous déjà allé vous promener dans les marais, dans le boisé, dans la sablière, juste pour le plaisir? Pas des marais, là, parce que c'est mouillé, là, mais je suis allé sur la sablière, assurément, oui. Okay. Puis même l'année dernière, le tracé du Grand Défi passait en partie dans le secteur de la sablière. Donc, il y a panoplie de citoyens. Parce que dans les marais, vu que vous n'êtes jamais allé, il y a quand même plusieurs sentiers. Non, mais je les ai vus, les marais. Je suis juste pas allé me promener dedans avec des bottes de rubber. Il faut y aller, mettons. C'est juste ça que je veux dire. Il faut aller marcher là, puis utiliser les sentiers. Puis j'aimerais juste ça comprendre. Vous savez comment ça se fait de la construction, mettons. Vous pensez sincèrement protéger ce qui est à côté en construisant ce projet-là? Je comprends, là, le sud. Je comprends que tu veux pas que ça allait jusqu'à la rivière. Ça, je comprends au bout. Ouais. Mais tu penses que, mettons, vous pensez que, mettons, on va faire une construction de cette ampleur-là. Tu sais, quand on construit, on fait un tas de sable, on le met à côté. À côté, c'est quoi? C'est le marais, c'est le boisé. Vous pensez vraiment que cette construction-là va pas détruire ce qu'il y a autour? Est-ce que c'est votre opinion? Assurément, parce qu'on a fait le tour du Québec, là, on a visité des écoquartiers. Non, mais je parle pas, moi, de Terrebonne, je parle d'Arthabasca. Ben oui, mais vous me demandez si c'est possible. Ouais. Rendu là, ça va être la faisabilité du projet, de respecter les zones humides, d'avoir un processus de construction qui les protège, de mettre en place des mesures compensatoires. Justement, des organismes comme Canard Illimité ont travaillé dans des projets de densification pour protéger les marais puis les milieux humides qui étaient adjacents. Il y a plusieurs exemples comme ceux-là qui nous ont été présentés. J'ai été l'invité d'honneur de Canard Illimité dans une activité au mois de janvier pour parler, entre autres, de la possibilité de ne pas mettre en opposition protection de l'environnement et développement.
parce que trop souvent, on veut les opposer les uns les autres, puis là, on se ramasse avec un problème où on a de la difficulté à construire des unités d'habitation qui sont grandement souhaitables et un besoin de la population, puis la protection de l'environnement. Puis nous, ce qu'on croit, c'est qu'il y a la possibilité de faire les deux de pair quand on le fait de façon intelligente. Donc, dans cette optique-là, on va continuer de travailler le dossier de cette façon-là. Puis lorsqu'il y aura du nouveau, on va vous en faire part. Mais pourquoi ne pas faire part d'un peu plus de vision et de protéger tous les marais et milieux humides, de même que la sablière au grand complet, qui agit comme lien naturel entre ces milieux, en empêchant tous les éventuels projets de construction dans le but de faire de ce secteur un grand parc naturel. Okay. Ce parc serait de toute évidence une richesse pour notre communauté. Vous n'avez pas cette vision-là? C'est pas quelque chose que vous pourriez envisager? Non? Non. OK. À moins qu'on ait la démonstration que la sablière a une haute valeur environnementale actuellement. Mais vas-y voir! Ben, je suis déjà allé, je vous ai répondu. Là, va vivre là. Je veux dire, nous autres, ce qu'on aime être là-bas, c'est la nature qu'il y a là, la tranquillité. 1330 logements, 1000 personnes. Voyons donc, tout ce site-là va être... Voyons donc, ça prend pas un bac là, pour comprendre que ça va scraper l'ambiance de cet environnement-là. J'entends ce que vous me dites. Puis ça va être pris en considération. Ça me fait tellement de peine. Je suis déçue. Puis c'est pas contre toi, parce que j'ai rien contre toi, mais c'est contre le projet puis le fait que vous sentez pas que pour nous, ce milieu-là est tellement important. Pour nous puis pour des centaines de citoyens. Ça devrait être votre fierté. Visiblement, la directive n'avait pas été retenue, mais c'est pas grave. C'est une expression, M. le maire. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas être empêché de respirer. On respire très bien dans la salle, malgré que le chauffage est un peu chaud. On va y aller avec les questions en ligne. J'ai une question. Moi, je voudrais vraiment la poser. Oui, mais là, on a fait le tour, là, je pense. Il y a plus... Non, il n'y a pas de ça va être un autre. On a atteint la limite de la période de questions. On a fait le tour de toutes les questions. C'est parce que j'aimerais vraiment la poser. La poser. Allez-y. OK. Vous voulez vraiment la poser? Oui, je veux vraiment la poser. Vous en avez parlé un petit peu. Vous êtes allé, Manon Leclerc. Vous êtes allé à Terrebonne, vous avez visité des lieux où est-ce qu'il y avait des coquartiers comme ça en 2022. Le 9 décembre 2022, il y a eu un article dans la Nouvelle. Je veux savoir, étant donné que vous avez parlé du projet signature dans cet article-là en 2022, je veux savoir, est-ce que c'est vous qui avez proposé le projet au promoteur Binette ou c'est bien le promoteur Binette qui vous a proposé le projet? Oui. Nous, depuis le début, on veut, à l'image de ce que M. Labrosse disait au début de son intervention, développer, concevoir les prochains quartiers de Victoriaville en mettant en place les meilleures façons de faire au niveau du développement durable et de la densification. Ça a été souligné, la densification, là, c'est la chose qui a le plus grand impact sur l'environnement dans l'utilisation du territoire que les villes ont actuellement. Puis c'est pas toujours facile. Vous voyez probablement une panoplie d'articles de différentes municipalités où les citoyens signent des registres et disent non, on ne veut pas de densification sur notre territoire, on n'en veut pas à côté de chez nous, on avait une maison unifamiliale, on ne veut pas qu'il se construise un 3 logements, on utilisait cet espace-là pour différentes raisons, on ne veut pas que ça se fasse. C'est pas simple, mais c'est la voie de l'avenir, tout le monde le reconnaît. Donc, nous, à Victoriaville, on s'est dit, sur des terrains qui restent dans le zonage blanc, ils sont très limités, il n'y en a pas beaucoup, on va vouloir que lorsqu'on aura un prochain projet qui va nous être présenté, travailler avec le promoteur pour qu'il mette en place toutes les meilleures façons de faire, qui incluent des toits blancs, des bornes de recharge, de la gestion des eaux pluviales, des sécurisations pour les piétons, l'installation d'infrastructures qui peuvent bénéficier aux utilisateurs de ce quartier-là, comme une garderie qui est prévue dans le projet qui nous occupe. Puis on s'est dit, lorsqu'il y aura quelqu'un qui aura un projet, on va travailler avec lui, puis on va essayer d'avoir un projet qui respecte les plus hautes exigences environnementales et de construction en date d'aujourd'hui, pour éviter que sur un terrain X, comme il a été mentionné dans le Colonial ou en arrière du Canac, puis comme j'ai dit, je ne veux pas lancer la pierre à ceux qui étaient là, mais on a mis une maison par terrain, puis on n'en a pas mis beaucoup des maisons, puis là, aujourd'hui, bien, il manque de terrain. Fait qu'aujourd'hui, on doit maximiser l'utilisation des terrains qui nous restent, puis celui-là, bien, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas une grosse caractérisation environnementale, puis jusqu'à tout récemment, il était utilisé à des fins commerciales. Fait
a priori, là, c'est une bonne nouvelle qu'on verse quelque chose qui était un usage commercial lourd quand même, là, dans un secteur d'activité qui est cher à toute la population, puis qu'on le convertisse en unité d'habitation avec des normes de construction avant-gardistes à l'image de la ville qu'on est. Maintenant, s'il y a des enjeux environnementaux ou de biodiversité qu'on n'a pas vus, bien, on est à l'étude, puis on est ouvert, puis on va modifier le projet. Mais en date d'aujourd'hui, on avait cette vision de développer des nouveaux secteurs qui sont avant-gardistes, qui alignent tout ce que je viens de vous dire, puis que celui qui nous en présentera un sera celui avec qui on travaille. Parce que c'est beau de dire que oui, il y a d'autres places en ville là, où on peut construire, puis on a été proactif, la ville de Victoriaville. On a embauché un conseiller en habitation pour faire du démarchage, identifier tous les terrains à Victo qui pourraient être construisibles, les places où il y a une unité d'habitation de 1 étage alors que c'est permis 4. Puis là, on va leur dire, saviez-vous qu'ici, vous pourriez avoir 4? Puis on essaye, là, les propriétaires de stationnement, on les a tous rencontrés. On augmente le montant de taxes pour les terrains vacants non desservis parce qu'on veut les inciter à construire. On a créé un OBNL en habitation abordable pour stimuler la construction de logements abordables. Mais un moment donné, là, c'est un éventail de mesures qui fait qu'on est en mesure de continuer de créer des logements, puis ultimement, d'avoir des loyers plus abordables, puis un choix à moindre coût pour les citoyens victoriavillois. Puis ce site-là fait partie de la densification puis du développement urbanistique de la ville qui a toujours été prévu. Puis là, on regarde de quelle façon on peut le faire dans le meilleur des respects de l'environnement puis des besoins. Fait que, tu sais, je pourrais vous réexpliquer ça 36 000 fois, là, puis on ne sera jamais d'accord, mais juste que vous compreniez un peu ce avec quoi on compose en ce moment. Puis des promoteurs ou des gens qui viennent nous offrir de développer 100, 200, 300 logements, là, il n'y en a pas à toutes les semaines non plus, là. Puis les besoins en logement pour la population pour qu'on atteigne notre fameux 3 à 5 de taux d'inoccupation, là, ça en prend des 100, puis des 200, puis des 300 là, avant que les citoyens là, ils commencent à voir l'impact sur le coût de sa maison ou le coût de son logement. Fait que nous, on est dans cette situation-là, on compose avec ces enjeux-là, puis on est à l'écoute de ce que vous nous dites. On travaille efficacement avec nos équipes pour y répondre, puis en temps et lieu, on va se positionner sur un projet ou non. Ma question, c'était, est-ce que c'est vous qui avez soumis le projet au promoteur ou c'est le promoteur qui vous l'a soumis? Je viens de vous répondre. Non, vous ne m'avez pas répondu du tout. Vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai dit que nous, on avait notre vision de développer... Non, ce n'est pas ma question. Vous avez répété tout ce que vous avez dit depuis le début, puis vous l'aviez dit. Mais c'est je veux savoir, est-ce que c'est vous qui avez soumis le projet au promoteur Binet ou c'est le promoteur Binet qui vous a soumis le projet à la Ville? Est-ce que c'est votre projet personnel que vous avez soumis au promoteur? Est-ce que c'est vous qui avez... Je veux juste savoir, est-ce que c'est vous qui avez soumis le projet au promoteur? Jamais. Vous êtes... C'est clair, là. Bien, voyons donc. Parce qu'en 2022, vous aviez parlé du projet signature que vous vouliez faire ça. Bien oui, je viens de vous expliquer c'était quoi le projet signature. C'était une volonté de développer sur le territoire de Victoriaville les futurs quartiers en alignant les meilleures pratiques de développement durable et de densification. Okay. Ça, c'est le projet signature qu'on souhaite. C'est pas vous qui l'avez proposé au promoteur. Mais non. Parfait. D'accord, merci. Les questions en ligne. Ouais. Donc, Alain Paris et Guillaume Boisvert. En fait, vous savez, au début de l'été, on a eu un bris avec un des équipements, ce qui ne nous permet pas de faire le dragage qui est actuellement prévu entre le 15 juillet et le 15 septembre. On est à évaluer là, quelle sera la meilleure façon de recommencer le dragage pour éviter un autre bris. C'est fort probable qu'il n'y aura pas de dragage pour l'année en cours, mais qu'on pourrait recommencer le tout l'année prochaine. Donc, dernière question, Louise Croteau. Donc, Mme Croteau souhaite connaître l'impact du projet résidentiel projeté dans la Sablière sur la circulation automobile du secteur. Quels seront les impacts de l'ajout d'au moins 330 véhicules par jour? De façon très embryonnaire, là, nos équipes au transport ont fait l'évaluation des passages sur le boulevard Boisfranc, évalués à 6 000 passages par jour à peu près. Puis l'ajout de 330 voitures ne
n'est pas considéré comme un enjeu au niveau de la circulation à ce stade-ci. Si on compare, par exemple, avec la rue de l'Aqueduc, il y a 12 000 passages par jour qui y sont faits. Donc, l'opinion embryonnaire qu'on a, parce qu'on n'a pas le projet final avec le nombre de logements, mais c'est que le boulevard Boisfranc est capable de prendre l'ajout de ces logements-là. Puis, bien sûr, ce projet-là serait sûrement fait en phase, donc il y aura lieu d'évaluer l'évolution de la situation puis de faire des ajustements si nécessaire. C'est ce qui compléterait. Parfait. Donc, je vous remercie de vous être déplacés. On comprend tous et chacun que c'est un dossier qui vous tient à cœur, de même qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas ici présentes. Puis, je veux juste vous manifester notre ouverture, notre écoute par rapport à ce qui se passe. Puis, on va continuer d'avoir la conversation ensemble si le dossier évolue. Puis, on se retrouve déjà dans 2 semaines, parce que là, notre séance du mois d'août est un peu plus tard. Donc, début septembre, après le congé de la fête du travail, on sera tous réunis à nouveau. Merci beaucoup. Bonne soirée. Yannick Fréchette, Chantal Moreau.